Ce vendredi 24 mars 2017, mesdames, messieurs, bonjour. Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur Eden TV. En voici le sommaire. Réviser la Constitution du 11 décembre 1990 est une priorité du gouvernement de Patrice Talon. À la veille de l'étude du projet au Parlement, le chef de l'État s'est adressé au peuple béninois. Vous l'écouterez dans un instant. En Mauritanie, la Constitution bientôt soumise au référendum approuvé par l'Assemblée nationale. Le projet avait été rejeté par le Sénat. Aux États-Unis, le projet de refonte de l'Obamacare, loi emblématique sur l'assurance maladie, n'a pas été adopté. Les républicains ont été incapables de trouver une majorité. Nouvelle tentative ce vendredi. À nouveau, bonjour. C'est une information de dernière minute. Le préfet du département des Collines est décédé ce matin. Selon toute vraisemblance, Donatien Nuhuyon a rendu l'âme dans sa résidence à Dassazoumé, chef-lieu de la commune qu'il dirigeait. C'est le préfet d'Uzo, Firmin Couton, joint par téléphone, qui nous a confirmé l'information. Les causes du décès du préfet des Collines Nuhuyon ne sont pas encore connues. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Ce vendredi 24 mars 2017 débute la session extraordinaire demandée par l'exécutif pour l'étude du projet de révision de la Constitution du 11 décembre 1990. Une session qui déterminera certainement l'avenir de toute la nation. À cet effet, un sit-in est organisé sur l'esplanade de l'Assemblée nationale par les membres du Front dit du sursaut patriotique qui s'oppose à ce projet de loi portant révision de la Constitution. À la veille de l'étude de ce projet à l'Assemblée nationale, le chef de l'État, Patrice Talon, s'est adressé aux Béninois dans son allocution. Il a confirmé son engagement à poursuivre son projet de révision malgré les avis divergents recensés. Le mandat unique de 6 ans, la réforme des institutions et du système partisan sont les principaux enjeux du projet. Le chef du gouvernement espère de la part du Parlement une suite favorable à sa requête. Voici quelques extraits de ce qu'il a voulu faire comprendre à ses patriotes béninois. Le débat sur les mérites ou les défauts d'une constitution, sur la nécessité de l'abolir ou pas, de réviser ou pas telle ou telle de ses dispositions, est un débat sans fin, chaque jour enrichi de nouveaux arguments, chaque jour relancé par des franges d'opinion nouvelles. Il en est ainsi dans notre pays, comme dans toutes les démocraties du monde, et cela doit être perçu comme un signe de vitalité, un signe de bonne santé démocratique. Arrive cependant un moment où il faut arbitrer, opérer des choix en ayant à l'esprit que ce moment doit être une période de sérénité, d'accalmie politique et donc éloigné des échéances électorales pour que la réforme n'encourt pas la critique d'une révision opportuniste. À ce propos, le projet que j'ai soumis au Parlement n'est constitué que de 2 articles et suggère, sans ambiguïté en son article 2, ce qui suit. La présente loi constitutionnelle ne constitue pas l'établissement d'une nouvelle constitution et n'emporte pas l'entrée en vigueur d'une nouvelle république. Elle entre en vigueur dès sa promulgation et sera exécutée comme loi de l'État. Aussi ambitieux qu'il soit, le projet de révision de la Constitution reste perfectible. C'est animé de cette conviction et m'appuyant sur les dispositions des articles 154, 155 et 156 de la Constitution que j'ai saisi l'Assemblée nationale pour son examen en session extraordinaire. L'Assemblée nationale a fait droit à ma demande et a décidé de se réunir à compter de demain, vendredi 24 mars. Durant cette session, elle étudiera le projet, débattra et délibérera conformément à ses prérogatives constitutionnelles et dans le respect de son règlement intérieur. Ainsi, de même que mon rôle fut d'opérer des choix, de même le sien sera d'apprécier ces choix, de répondre aux questions que chacun d'entre nous est fondé à se poser.
Les modifications proposées renforcent-elles la démocratie? Préservent-elles nos libertés? Permettent-elles une meilleure reddition de comptes? Organisent-elles mieux la vie politique? Favorisent-elles le développement économique et social, ainsi que l'épanouissement individuel et collectif? Chaque fois que la réponse à l'une de ces questions sera négative, pour l'une quelconque des propositions de modification, celle-ci pourra être rejetée. Ce sont, dans le fond, les objectifs du projet que j'ai transmis à l'Assemblée nationale et pour lequel je souhaite une réponse favorable. Ceci dans l'espoir que les réformes promises et dont le peuple m'a chargé depuis le 6 avril 2016 continueront de se mettre en place en respect du choix souverain de ce même peuple. Parlons encore réforme dans ce journal. Parmi celles que le gouvernement Talon a initiées depuis son avènement figure le paiement de la taxe sur l'utilisation des véhicules à moteur. L'opération a été lancée le 5 janvier 2017 et prendra fin le 31 mars. Au-delà de cette date, des pénalités vont s'appliquer aux retardataires. À quelques jours de l'échéance de la dite opération, une équipe de notre rédaction est allée faire le constat dans un centre de paiement. Reportage Carnot François Roumbé-Dereto et Romaric Devauchy. À compter du 31 mars 2017, tout propriétaire de véhicule n'ayant pas pris le soin de payer la vignette au titre de l'année en cours risque de s'y voir contraindre avec à la clé une forte pénalité. C'est ainsi qu'en a décidé le gouvernement dans la dynamique des réformes annoncées et mises en œuvre depuis l'avènement du président Patrice Talon. À quelques heures de cette échéance, le Centre des impôts des petites entreprises d'Abomey-Calavi, un des points de paiement de la dite taxe, ne connaît que peu d'affluence. Face au refus des travailleurs du centre de répondre à nos questions, ce sont les usagers venus se mettre en règle qui nous expliquent la procédure. Donc vous voyez le caissier, vous payez, ensuite vous revenez au hall pour qu'on fasse le remplissage et ensuite vous passez à la caisse pour prendre le cachet attestant que vous avez réellement payé. Voilà les 3 étapes. Ces quelques personnes rencontrées sur place expriment par ailleurs leur satisfaction quant à la célérité et l'organisation de l'opération. Bon, là c'est bien passé. Seulement que je ne savais pas par où passer au juste, mais il a fallu que je rencontre fortuitement quelqu'un qui m'a orienté pour toutes les étapes à franchir pour... Très bien. Je ne m'y attendais pas du tout. En fraction de seconde, j'ai déjà terminé et je suis déjà sur le point de partir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les différentes étapes? Aux premières heures du 1er avril, les retardataires risquent de se voir confrontés à la désagréable surprise des pénalités et amendes sur la vignette. Et ce ne serait certainement pas un poisson d'avril. Ce lundi 20 mars, c'était la journée internationale de la francophonie. Les journalistes béninois, membres de l'Union de la presse francophone UPF, ont célébré à leur manière l'édition 2017. Ils ont animé une conférence débat sur 2 thèmes, la féminisation des noms de métiers et l'apport des langues locales au français. Plus de précisions avec Laurent Toneikes et Denis Maroya. En marge de la célébration de la journée de la francophonie célébrée le 20 mars de chaque année, la section béninoise de l'Union de la presse francophone UPF a organisé une conférence. Cette conférence a connu la participation des journalistes béninois et quelques étudiants en journalisme. La première communication intitulée « La féminisation des noms de métiers » a été animée par Didier Samson, enseignant du journalisme. On peut retenir qu'il y a beaucoup de blocages. Il y a beaucoup de blocages. Il y a l'usage, il y a les règles grammaticales. On sait qu'il y a des féminins en français et qu'il y a certains féminins qui sont automatiques selon une certaine morphologie des mots. Bon, mais l'usage et les métiers évoluant, la langue doit évoluer, mais il y a certains blocages, il y a certains puristes, certains orthodoxes qui disent non, il faut garder, c'est ça la richesse, et puis d'autres disent non, il faut tout simplement laisser une langue vivre et, ma foi, accepter que de nouveaux changements interviennent. Et il faudrait remarquer à ce sujet que des changements interviennent plus à l'extérieur de la France qu'à l'intérieur de la France. Et quand je dis intérieur de la France, les institutions françaises sont un peu fermées, surtout l'Académie française, sur certains usages, sur certaines pratiques.
Or, au Québec, en Belgique, en Suisse ou au Luxembourg, voire en Afrique, certains mots passent déjà. Il faut laisser le temps au temps pour que les choses s'installent et malgré son côté un peu hermétique comme ça, l'Académie française, a quand même laissé quelques fenêtres pour que les choses évoluent puisque il faut que ça évolue. La deuxième communication portant sur l'apport des langues locales au français a été animée par Samuel Elijah, secrétaire à la francophonie de l'UPF. Le français est bien entendu appelé à évoluer. Et l'Afrique étant le grand vivier, bien sûr, du parler français, l'avenir donc du français se trouve en Afrique. Alors, vous avez des expressions dans tous les pays, parlant du Bénin, vous avez des expressions spéciales qui vont devoir s'imposer, bien sûr, au français. Quand vous dites, par exemple, vous allez voir quelqu'un dans son bureau, il n'est pas là, on dit il s'est levé. Le français ne comprend pas cela, mais ça devra bien sûr s'imposer au français, ou bien vous dites il y a 3 jours, le français ne comprend pas cela, mais il faut bien sûr que cela s'impose. Il y a d'autres expressions comme ambiancé, il est bien sapé, et tout ça, ça devra bien sûr s'imposer au français, parce que c'est la pratique, même si aujourd'hui l'Académie française ne reconnaît pas ces expressions, elle va devoir bien sûr les reconnaître, puisque c'est la pratique qui impose bien sûr la langue. L'Union de la presse francophone du Bénin projette d'autres activités pour la promotion de la langue française et faire en sorte que l'apport des langues locales à la langue française soit accepté par l'Académie française. En début de semaine, un orage s'est abattu dans la nuit de lundi à mardi dernier sur certaines villes du Bénin, notamment Cotonou. Il a fait de nombreux dégâts, notamment sur le couvert végétal de la ville. De nombreux arbres ont ainsi été déracinés, tels que le calicédra, donnant l'occasion à certains citoyens de les dépouiller de leurs feuilles et écorces. Aux vertus médicinales supposées. Reportage. Des arbres déracinés, endommageant les infrastructures routières et bloquant la circulation sur plusieurs acteurs dans la ville de Cotonou. Ce mardi, ce sont là les dégâts causés par le violent vent qui a précédé la pluie qui a arrosé toute la ville de Cotonou dans la nuit du lundi à mardi. Ces arbres plantés pour embellir les voies n'ont pas résisté à la pression de ce vent. Résultat, des pieds de caïcédra tombés sur les chaussées, les trottoirs, devant des maisons et des boutiques. Un constat que déplore la population. Lorsque les gens ont planté ces arbres, ils n'ont pas pensé un seul instant que ça pourrait grandir et que le vent pourrait les faire tomber un jour. Si ce n'était pas dans la nuit et si c'était dans la journée, c'est sûr, ça allait tomber sur des personnes ou des voitures et ça allait causer d'autres dommages. Dieu merci, c'est tard dans la nuit. La nature sait équilibrer ces choses. La population, attirée par les vertus de ces plantes qui seraient très efficaces dans le traitement de certains maux, n'ont laissé aucune chance à ces arbres tombés. Racines, écorces, tiges, feuilles, tous les organes de ces plantes ont été prélevés en un temps record. Les populations sont à la recherche des moyens de proximité. Compte tenu des vertus que le caïcédra détient, c'est une opportunité. Parce que si l'arbre était debout, aucun d'eux ne peut avoir le courage d'aller vers l'arbre. C'est la nature qui a fait tomber. Donc, ils étaient tranquilles et ils cherchaient les feuilles, les racines, les écorces. C'est grâce à la curiosité, aujourd'hui moi je suis en forme comme ça là. J'ai passé sur réveil, je passe ici, je vois les gens chercher les arbres, prendre des racines, moi je dis ça c'est quoi, ça soigne les palus, ça fait comme ça. Moi je me retrouvais non, je suis à tous les maladies qu'ils ont parlé là, j'ai pris un peu. Pour goûter, je vois que depuis que je commence à mâcher ça là, je sens déjà que non, c'est bon. La population a su donc profiter de cette situation qui aurait dû être dramatique, raison pour laquelle elle suscite plusieurs interrogations. Les plans définis dans les politiques d'aménagement et de verdissement de nos villes sont-ils choisis en fonction du substrat du milieu? Quel entretien réserve-t-on à ces plans une fois mis en terre? Face à cette interrogation et vu le démarrage de la saison des pluies, la population formule des doléances. Il faut que les autorités pensent désormais à prendre des dispositions pour que, face à ce genre de situation, on n'assiste pas à ce que l'arbre tombe comme ça dans la rue. Les autorités, les acteurs à divers niveaux dans le plan d'aménagement de nos villes doivent donc prendre des dispositions pour éviter de pareilles situations.
Comment peut-on expliquer la chute de ces arbres à l'occasion de l'orage de la nuit de lundi à mardi dernier? Le docteur Edmond Sosopé, écologiste, enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi, répond au micro de Corneille Aïssé et Dami. Que des arbres tombent à la suite d'un orage ou d'une tempête, ce ne sont que des phénomènes naturels. Ce qui peut être préoccupant, c'est que des arbres d'une certaine hauteur qui tombent en ville, ça peut poser un certain nombre de problèmes. Alors, la première chose, c'est que le caïcédra est une plante dont la cime se développe, se déploie. Il y a beaucoup de branchages, il y a beaucoup de ramifications qui fait que la partie aérienne de la plante est très lourde. Et en milieu naturel, pour supporter cette charge, la plante, l'arbre développe un système racinaire en éventail, un système racinaire traçant. Donc les racines vont aussi loin que la projection de l'ombre, la projection verticale de l'ombre de la cime. Mais en ville, à cause des ouvrages qui sont érigés ça et là, les pieds de caïcédra n'arrivent pas à déployer tout leur système racinaire. Ça fait que la charge de la cime devient presque insupportable par le système racinaire. Et lorsqu'il y a orage, c'est normal que dans ces conditions, les pieds tombent. Et c'est ça qui est arrivé avec l'orage, avec les tempêtes de la nuit du lundi à mardi. La première disposition de prévention qu'on pouvait faire, c'est d'entretenir ces pieds de caïcédra. C'est d'éviter que la cime se déploie jusqu'à une certaine proportion, donc en élaguant les branches. On peut même par moment décider de faire ce qu'on appelle l'émondage. Donc on coupe toutes les branches pour permettre que la plante repousse de nouvelles branches. Donc ça participe de l'entretien. Mais c'est un problème totalement global qui se pose par rapport à la mise en terre de caïcédra dans les villes. Le caïcédra est une plante de gabarit, une plante qui se développe en hauteur. Il y a des caïcédras qui peuvent aller jusqu'à 40 mètres de hauteur. Donc si on les met en ville, quel devenir on réserve à ces plants-là? La ville, c'est des édifices, c'est des ouvrages aériens, c'est des ouvrages enterrés. Il y a un certain nombre de choses qui sont en place et qui font que la promotion du caïcédra dans la foresterie urbaine n'est pas adaptée. Culture à présent, le Bénin dispose de plusieurs salles de cinéma qui ont été assez bien fréquentées jusque dans les années 90. Depuis, les projections cinématographiques sont tombées en désuétude et ces salles servent désormais à bien d'autres fins. Est-il encore possible que les jeunes revivent le plaisir de se rendre dans les salles obscures que sont devenues celles de Cotonou? Réponse dans ce reportage de Morille, Arnaud Agua et Damien Pedro. Le cinéma, le 7e art comme l'on le désigne, n'a plus droit de citer dans une salle depuis plusieurs années au Bénin. Ciné Concorde, le Bénin, Okpe-Oloa sont devenus des lieux de culte et de spectacle. Le cinéma en salle, malgré la révolution numérique, a toujours sa raison d'être, nous dira Laurine, rencontrée devant le Ciné Concorde. Au Bénin, les salles de cinéma, je n'en connais vraiment pas beaucoup. Justement, la seule que je connais, c'est celle-ci qui est là. Et elle ne fonctionne pas depuis un bon moment. Au Ghana, tout près, le cinéma marche très bien. Les gens y vont, c'est agréable, c'est vraiment intéressant. Donc, si le cinéma pouvait être remis sur pied, moi, personnellement, je trouve que ce serait une bonne chose. Les autorités du Centre national du cinéma et de l'image animée du Bénin sont-elles conscientes de ce qu'est devenu nos salles de cinéma? Yans Yetienu. Depuis un bon moment, les salles ont cessé d'être des lieux de culte. C'est plus des lieux où des prières s'adressent à Dieu. Et désormais, ça va être des lieux d'émotion forte par l'image et le son. Ça va être des lieux de rencontre
où peut-être les premiers amours vont naître. Est-il possible que le cinéma en salle renaisse de ses cendres pour que revive l'émotion dans le noir? Ailleurs, il y a eu la révolution numérique. Mais pourtant, les salles de télé ont subsisté. Et nous disons que ces salles peuvent subsister, non pas subsister chez nous, mais on peut reprendre avec cette activité, avec cette distraction-là. Bientôt, et nous comptons redonner aux Béninois l'habitude d'aller en salle. Ailleurs, les gens n'ont pas abandonné, ils ont leur télé, mais ils continuent d'aller au cinéma. Le Centre national du cinéma et de l'image animée du Bénin aura-t-il les moyens de ses ambitions? Le directeur général. Et parlant de moyens, il n'y aura pas que les moyens de l'État. La chose est déjà ouverte au privé qui s'y intéressent et déjà les gens se bousculent pour le faire. Je pense que ce sera fait et les Béninois reprendront l'habitude d'aller en salle parce que c'est important pour notre cinéma. C'est important pour l'industrie cinématographique vers laquelle nous tendons. Une industrie assez forte pour prouver que le cinéma est capable de donner à manger à son homme. Le cinéma étant une industrie en bonne et due forme et va contribuer au développement. En attendant que l'industrie cinématographique ne reprenne son envol au Bénin, la devanture du Ciné Concorde, par exemple, continuera de servir de reposoir. Bien malin qui dira combien de temps cela durera encore. En interactualité aux dernières nouvelles, l'ex-président égyptien Hosni Moubarak, 88 ans, est désormais libre. La justice égyptienne avait décidé au début du mois de le décharger de ses peines pénales après son acquittement par la Cour de cassation pour la mort de manifestants en 2011 durant la révolte qui avait provoqué sa chute. Cette libération de l'ex-président Hosni Moubarak, qui a régné d'une main de fer pendant 30 ans, vient clore symboliquement le chapitre du printemps arabe en Égypte. En Mauritanie, le projet de révision constitutionnelle approuvé par l'Assemblée nationale a été en revanche rejeté par le Sénat. Ce projet sera donc soumis à un référendum le plus rapidement possible, a annoncé le président mauritanien mercredi soir. La nouvelle constitution, qui devrait remplacer celle en vigueur depuis 1991, prévoit notamment la suppression du Sénat et le changement du drapeau national. Il a été adopté le 9 mars par les députés, mais 33 des 56 sénateurs ont voté contre le texte, marquant son rejet le 18 mars. Suivons ce que dit le président Ould Abdel Aziz à ce propos. On ne peut pas laisser une 33 élus prendre en otage tout un peuple, c'est pas possible. Et là, je suis l'arbitre. Et quand j'ai quitté le pouvoir, je suis mauritanien. Je ne vais pas émigrer à l'extérieur. Je resterai ici. Et je continuerai à m'intéresser à la politique, à soutenir, à défendre. Donc, je voudrais même qu'on change la constitution après. Destination la Libye, 159 migrants nigérians, dont 3 nourrissons, ont été rapatriés ce jeudi par les autorités libyennes. Ces migrants tentaient de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe. Ils ont été conduits à l'aéroport de Mitiga, près de Tripoli, pour leur retour au pays. Suivons ici quelques réactions de la part des migrants et du chef du bureau de lutte contre l'immigration clandestine. L'expulsion de migrants nigériens va avoir lieu. Ils sont 159, des hommes, des femmes et 3 nourrissons. J'espérais pouvoir aller en Europe, mais je ne peux pas. Donc je dois rentrer dans mon pays. J'allais me rendre en Europe, mais maintenant je ne peux plus. Je suis contente de rentrer dans mon pays et je remercie Dieu pour cette journée. J'ai attendu une telle journée. Aux États-Unis, promulguée il y a 7 ans, la loi sur l'assurance maladie de Barack Obama est depuis lors la cible prioritaire des républicains, symbole selon eux d'une socialisation de la médecine, ce qui explique que Donald Trump ait promis durant sa campagne de l'abroger. Mais un vote prévu jeudi au Congrès américain pour annuler et remplacer l'Obamacare a tourné
a tourné court. La faute à des républicains déchirés, incapables de trouver une majorité malgré les efforts de Donald Trump pour forger un compromis. Un nouveau vote devrait avoir lieu ce vendredi. À 2 pas du mont Saint-Michel, des milliers d'iPhones sont chaque jour démontés à la main pour être reconditionnés à neuf par 250 salariés d'une jeune petite moyenne entreprise qui surfe sur un marché de l'occasion en plein boom en misant sur le haut de gamme. Les utilisateurs peuvent ainsi acheter des téléphones de 15% à 40% moins chers que les neufs. Reportage. Mesdames, Messieurs, toutes nos excuses pour cet élément qui ne nous parvient pas. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous 20h avec Carole Olaye.